Bienvenue pour cette exploration des sources. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un héritage vraiment immense, celui de l'Empire Congo. C'était un royaume qui a profondément marqué l'histoire de l'Afrique centrale. Absolument. Mais voilà, une question un peu grave se pose. Qu'est-ce qui arrive quand la langue qui porte tout cet héritage, le Kikongo, risque tout simplement de disparaître ? C'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. La situation, disons, critique du Kikongo, surtout en République démocratique du Congo, et puis les efforts qui sont faits pour essayer de la revitaliser. Et il y a des efforts concrets qui se mettent en place. Oui, justement. Notre analyse, elle va s'appuyer sur un document assez essentiel qui s'intitule « Revitalisation et documentation du Kikongo ». Et ce texte, il détaille un projet d'assez grande envergure, les États généraux de la langue Kikongo. D'accord. L'objectif pour nous, c'est de comprendre un peu les racines de ce déclin, les dangers que ça représente, bien sûr, et surtout d'examiner de près le plan d'action qui est quand même très ambitieux, qui a été conçu pour inverser la tendance. Bon, ok, déballons tout ça. Ce qui est frappant d'emblée, je trouve, c'est cette prise de conscience face à l'urgence. Une urgence, une menace qui, en fait, a des racines qui plongent loin, loin dans l'histoire. Ah oui. Une langue, ce n'est jamais juste des mots, une grammaire. C'est l'architecture d'une culture, c'est le véhicule de sa mémoire, de sa vision du monde. Bien sûr. Alors, imaginer sa disparition, c'est envisager une perte absolument irréparable. Pas seulement pour les locuteurs actuels, mais pour le patrimoine mondial en fait. Absolument. Et pour bien saisir cette urgence, c'est vrai qu'un petit retour en arrière, ça s'impose. Le Kikongo, il est né au cœur de ce puissant empire Congo. Mais bon, l'histoire, on le sait, n'a pas été tendre. Le commerce triangulaire, déjà, du 15e au 19e siècle, ça a arraché des millions de personnes à leurs terres, ça a brisé des communautés, des lignées de transmission. Une véritable saignée démographique et culturelle. Exactement. Et puis arrive la conférence de Berlin, 1884-1885. Là, c'est l'acte officiel du dépeçage colonial de l'Afrique. Souvent, ça s'est accompagné d'une politique de christianisation forcée, parfois d'arabisation dans certaines zones. Tout ça a marginalisé les cultures et les langues locales. Oui, et le document source insiste sur un point qui me paraît crucial, la fragmentation délibérée de l'ancien royaume. Ah oui. Le fait de le diviser entre ce qui deviendra l'Angola, la RDC, le Congo-Brazza, le Gabon, ce n'était pas anodin, c'était une stratégie consciente pour affaiblir le peuple Congo, pour démanteler son identité collective. C'est très clair. Et donc on a vu s'imposer une culture, une langue, une religion vue comme supérieure, le modèle occidental, quoi. C'est ça. Et c'est ce lourd héritage historique, cette accumulation de traumatismes qui explique en grande partie l'érosion de l'identité et de la langue qu'on constate aujourd'hui. Et ce passé douloureux, il résonne très fort dans le diagnostic que fait le document sur la situation actuelle en RDC. Le Kikongo y est décrit comme gravement menacé. Vraiment. D'accord. Quels sont les signes concrets de cette menace ? Alors les signaux d'alarme, ils sont nombreux et ils concordent tous. D'abord, une diminution constante du nombre de locuteurs. Ça, c'est factuel. Pire encore, ceux qui maîtrisent encore vraiment bien la langue, de manière fluide, ils sont majoritairement âgés. Le document parle souvent de 60 ans et plus. Ah oui, quand même. Ce qui veut dire que le fil de la transmission entre les générations, il est très très mince, parfois même rompu dans beaucoup de familles. C'est inquiétant. Très. L'usage de la langue, il se limite de plus en plus à des contextes restreints, souvent privés ou rituels. Et puis, la langue est fragilisée de l'intérieur. Beaucoup d'emprunts à d'autres langues, le fameux code switching, le mélange des langues dans une même phrase, oui. Voilà, on mélange le français, le lingala, le kikongo, et si on ajoute à ça son absence quasi totale de l'école, du système formel, et le manque, mais alors criant, de documentation accessible, écrite, audio, le constat est sévère. Et la conséquence ultime de tout ça ? La conséquence ultime, et c'est ça le véritable enjeu, c'est le risque de voir disparaître tout un pan de notre patrimoine culturel mondial. Des savoirs ancestraux, des contes, des manières uniques de voir le monde. Tout ça pourrait disparaître ? Exactement, et ça pose une question de fond sur notre responsabilité à tous, notre responsabilité collective face à cette érosion culturelle qui se passe souvent en silence. Alors, face à ce constat si sombre, l'inaction, ce n'était clairement pas une option. Et c'est de là qu'est née cette initiative, les États généraux de la langue Kikongo. Ce projet, il est porté par les éditions Montbangu, mais en partenariat étroit avec tout un réseau d'associations communautaires Congo, très actives dans la province du Congo central. L'idée, c'est vraiment une mobilisation générale, une sorte de sursaut. Un sursaut collectif, oui, voilà.
L'objectif affiché, il est ambitieux, c'est clair. Pas juste freiner le déclin, mais bien revitaliser le Kikongo, avec un double enjeu, assurer sa transmission aux jeunes générations et lui redonner une place vivante, visible dans la société Congo d'aujourd'hui. Redonner sa place. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment intéressant. Le projet ne se contente pas de bonnes intentions. Il définit des objectifs très très précis, avec une échéance, fin juillet 2026. Ah oui, c'est précis. Le premier grand chantier, c'est la documentation. L'idée est simple, en apparence. Sauver ce qui peut encore l'être et le rendre accessible, ce qui est déjà énorme comme travail. Énorme, oui. Ça implique de numériser les archives sonores qui existent. On pense aux contes, aux chants, aux récits historiques, mais aussi les documents écrits. Il est question de créer un dictionnaire numérique moderne, pas juste une liste de mots. Quelque chose d'utilisable, d'interactif, j'imagine, probablement, et de mettre à jour les grammaires, les vocabulaires. Le document cite même des pistes concrètes pour retrouver ces trésors qui sont un peu dispersés. Les archives des missionnaires belges, la BMC-BFC. Ah oui, les archives missionnaires souvent très riches. Celles des diocèses locaux aussi, Kisantu, Matadi, Boma. Les grands musées en Europe, Tervuren en Belgique, celui d'ethnologie à Lisbonne. Et puis une structure qui est mentionnée souvent, BDK, qui est sans doute la bibliothèque de documentation sur le Kikongo. D'accord, BDK, un acteur clé apparemment. Ça semble être le cas. C'est une vraie quête en fait pour rassembler les pièces d'un puzzle de la mémoire qui a été complètement éclaté. Absolument. Sauver la mémoire, c'est la base. Mais pour que la langue revive vraiment, il faut aussi construire l'avenir. Et ça, c'est le deuxième grand axe du projet Lully. Créer des supports pédagogiques modernes, adaptés au XXIe siècle. Indispensable, oui. On ne peut pas espérer transmettre une langue sans outils pour l'apprendre et aussi pour l'aimer. Donc le projet prévoit bien sûr des manuels scolaires, mais il va beaucoup plus loin. On imagine des applications mobiles, ludiques. Ah, intéressant. Des jeux éducatifs, que ce soit des jeux de société ou même des jeux vidéo. Les exemples donnés sont très concrets. Produire des dessins animés en Kikongo, génial pour les enfants. Transformer les contes traditionnels en matériel pédagogique interactif, créer des planches didactiques illustrées, il y a même cette idée d'émission du genre « Le grand-père raconte ». Ce qui est crucial, je crois, c'est cette volonté d'adapter les outils à tous les âges, des tout petits jusqu'aux adultes qui voudraient peut-être renouer avec leur langue. Donc on sauve la mémoire, on crée les outils, mais il faut aussi des gens pour parler QD. D'où le troisième pilier, j'imagine, la formation des locuteurs. Exactement. Avoir des manuels ou des applis, c'est bien, mais ça ne remplace jamais l'interaction humaine, la pratique. Bien sûr, le plan envisage donc des ateliers d'apprentissage en immersion, c'est souvent la méthode la plus efficace, on le sait, des cours spécifiques pour les jeunes générations, et un point essentiel, former les formateurs. Ah oui, ça c'est clé. Il faut des enseignants, des animateurs culturels qui soient capables non seulement de transmettre la langue, mais aussi l'enthousiasme qui va avec. Le projet inclut aussi des activités culturelles fortes. Organiser des palabres contextuelles. Palabres contextuelles. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça intrigue. C'est une excellente question. Le document ne détaille pas énormément, mais on peut imaginer qu'il s'agit de recréer des espaces de discussion authentiques en Kikongo. D'accord. Peut-être autour de thèmes spécifiques liés à la culture, à l'histoire locale ou même à des savoir-faire traditionnels. L'idée, c'est que la langue soit utilisée dans un contexte vivant, signifiant, pas juste apprise de manière scolaire, quoi. Je vois. Lui redonner une fonction sociale réelle, voilà. Sont aussi prévues des séances dédiées aux contes, aux légendes, à l'exploration des cosmogonies Congo. L'objectif est clair, réancrer profondément la langue dans son terreau culturel. D'accord, ça prend tout son sens. Donc on a la mémoire sauvée, les outils créés, les locuteurs formés. Mais comment on fait pour que le Kikongo sorte un peu des salles de classe ou des cercles familiaux et réinvestisse l'espace public ? Alors ça, c'est justement le quatrième objectif, et il est fondamental. La promotion active de l'usage de la langue. Parce que documenter, enseigner, c'est nécessaire, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ça vive au quotidien. Il faut que le Kikongo revienne une langue de vie, une langue visible, entendue au quotidien. Et ça passe par plusieurs leviers. D'abord, des campagnes de sensibilisation, pour changer les mentalités, redonner du prestige à la langue, lutter contre cette idée qu'elle serait moins moderne ou moins utile que d'autres. Un travail sur l'image de la langue. Exactement.
Ensuite, organiser des événements culturels. Le document parle de concerts en Kikongo par exemple. Et surtout, encourager son utilisation dans l'espace public et même institutionnel. Ah oui, à ce point ? Oui, on parle d'introduire le Kikongo dès l'école primaire, d'imaginer des panneaux de signalisation ou publicitaires bilingues, de l'utiliser sur les réseaux sociaux, dans les radios communautaires, et même, c'est l'ambition suprême, dans certaines communications officielles au niveau de la province. C'est ambitieux. Très. Si on relie tout ça, l'idée générale, c'est ni plus ni moins de rendre à la langue sa place légitime, sa place naturelle au cœur de la société. Et pour boucler la boucle, le 5e objectif est un peu plus méthodologique. Il s'agit de produire un rapport final. Tout ce travail de réflexion, d'action, qui sera mené par différentes commissions thématiques, on va y revenir d'ailleurs, doit converger. Une synthèse, en quelque sorte. Voilà, vers une grande assemblée générale des États généraux prévue sur 4 jours. L'idée, c'est de présenter les synthèses des commissions, d'en débattre et d'adopter collectivement un rapport général. Ce rapport contiendra les résolutions, les recommandations concrètes. Ce sera la feuille de route officielle pour que les efforts continuent après 2026. C'est une démarche très structurée. Tout à fait. Et ce qui rend ce projet vraiment intéressant, au-delà même de ses objectifs, c'est sa méthodologie. Elle repose d'abord sur une approche qu'on peut qualifier de résolument participative. C'est-à-dire ? Le document insiste beaucoup là-dessus. La communauté qui parle la langue, les locuteurs, ne doivent pas être des simples bénéficiaires, passifs. Ils doivent être les acteurs principaux de cette revitalisation. Ils sont au cœur du processus. Exactement. Il y a un comité de pilotage pour coordonner, bien sûr, mais le travail de fond est confié à des commissions thématiques. Et la composition qu'ils imaginent pour ces commissions, c'est très révélateur. Qui trouve-t-on dans ces commissions ? Eh bien, on cherche des historiens, des linguistes, des sociologues, des philosophes, oui, mais aussi des artistes, des musiciens, des comédiens, des gens de l'audiovisuel, des informaticiens, des développeurs d'applis. Ah, le numérique est intégré dès le départ. Complètement. Des pédagogues, des juristes, des législateurs, sans oublier bien sûr les autorités coutumières et les associations, notamment les associations féminines. C'est vraiment une tentative de mobiliser toutes les intelligences, toutes les compétences disponibles au sein de la communauté et de sa diaspora. On sent vraiment une volonté de n'oublier personne, de ratisser large. Il y a aussi une dimension très pragmatique, j'ai noté une approche technique assumée. Oui, c'est vrai. Le document mentionne que pour accueillir les 300 participants prévus aux États généraux, et pour que les travaux soient efficaces, il faut des moyens modernes. Une bonne sono, du matériel de projection, des ordinateurs. Ce n'est pas juste de la théorie, on pense aussi à la logistique. Tout à fait, on est dans le concret. Et puis, il y a cette dimension que le document lui-même qualifie d'approche révolutionnaire ou innovante. Et là, on touche à des aspects vraiment uniques, et je dirais même passionnants de ce projet. Ah oui, lesquels ? Premièrement, l'intégration des coiners, les néologistes, ceux qui créent des mots nouveaux. Des créateurs de mots, oui. C'est la reconnaissance qu'une langue vivante doit pouvoir évoluer, s'adapter, nommer les réalités nouvelles, qu'elles soient technologiques ou scientifiques. L'association BDK, la fameuse bibliothèque, est d'ailleurs citée comme une ressource pour ce travail d'enrichissement du lexique. Intéressant de prévoir ça. Et deuxièmement, et là c'est peut-être l'élément le plus singulier, c'est la place qu'ils veulent donner à l'écriture mandombe. L'écriture mandombe. Je ne connais pas. Il est prévu qu'un spécialiste kibanguiste, donc issu du kibanglisme, ce mouvement religieux et culturel important, né au Congo, vienne présenter cette écriture. Le mandombe est décrit comme une écriture spécifiquement conçue pour les langues africaines. Conçue spécifiquement, oui, et qui aurait la capacité, d'après le document, de noter non seulement les sons, les phonèmes, mais aussi des nuances très fines, les tons, les accents, et même certains éléments paralinguistiques, comme quoi par exemple ? Le document mentionne les mimiques, ou d'autres indices sonores non-verbaux. C'est assez étonnant. Il est même fait mention de la présentation d'un calendrier révolutionnaire qui serait associé à cette vision. Incroyable, hein ? Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on ne cherche pas seulement à préserver le Kikongo du passé. On explore activement des pistes pour l'adapter, pour innover, voire pour le doter d'outils d'expression écrite qui seraient potentiellement plus riches que les alphabets standards qu'on utilise. L'écriture mandambette. C'est une perspective assez folle en fait. On sent une ambition qui dépasse la simple survie de la langue. Mais alors, concrètement, sur le terrain, qui va piloter tout ça ? Est-ce que le document donne des indications sur la stratégie opérationnelle ? Oui, le plan détaille un peu les acteurs clés à mobiliser. D'accord. On retrouve bien sûr les élites intellectuelles et culturelles impliquées dans les commissions, ça c'est clair, mais aussi, et c'est crucial,
la population locale. Le texte dit « la masse » pour insister sur l'importance de l'adhésion populaire. Il faut que ça vienne d'en bas aussi. Exactement. Les autorités provinciales sont mentionnées, l'Assemblée provinciale, le ministère de l'Éducation, les PST, enseignement primaire, secondaire et technique, et bien sûr, les associations du consortium de départ. C'est vraiment un projet qui vise à créer une synergie à tous les niveaux. Et bien sûr, un projet de cette taille, ça a un coût. Le document l'évoque. Il évoque la nécessité d'établir un budget détaillé, oui. Pour couvrir tous les aspects. La logistique des réunions, la conception, l'impression du matériel pédagogique, les frais de déplacement pour les experts ou les participants qui viennent de loin, la communication. Tout ça coûte cher, forcément. Forcément. Il mentionne aussi qu'il existe déjà un calendrier précis, sous forme de diagramme de Gantt, pour bien séquencer toutes les actions jusqu'à la fin juillet 2026. C'est du sérieux, c'est planifié. Et un point qui me semble absolument fondamental dans n'importe quel projet, comment on sait si on avance ? Comment on mesure le succès ? Est-ce qu'il y a un système de suivi prévu ? Oui, et c'est une très bonne question. Le plan prévoit un système de suivi et d'évaluation basé sur des indicateurs précis, à la fois quantitatifs et qualitatifs. D'accord, par exemple, côté chiffres, on propose de compter par exemple le nombre de parents qui recommencent activement à transmettre le Kikongo à leurs enfants. Ça, c'est un indicateur fort. Très concret, oui. Le nombre de manuels pédagogiques produits et diffusés, le nombre d'événements culturels, concerts, pièces de théâtre, etc., organisés en Kikongo. Le nombre d'églises qui choisiraient d'utiliser le Kikongo dans leur liturgie, ou encore l'augmentation mesurable de l'usage du Kikongo sur les réseaux sociaux. Des indicateurs variés, et sur le plan qualitatif, c'est souvent plus difficile à mesurer. C'est plus fin, oui. Là, il s'agira d'observer l'attitude des jeunes vis-à-vis de la langue. Est-ce qu'ils montrent un nouvel intérêt, un engouement ? Comment est-ce qu'ils le parlent ? Avec quelle fluidité ? Quelle richesse de vocabulaire ? Quelle variété dialectale aussi ? Est-ce que le prestige associé au Kikongo évolue positivement dans la perception collective ? Est-ce que les recommandations qui seront faites au ministère de l'Éducation sont effectivement mises en œuvre ? Le suivi des décisions politiques, oui. Et surtout, la question clé. Dans quel domaine concret la langue est-elle réellement réinvestie ? Est-ce qu'elle reste confinée aux usages traditionnels, familiaux, ou est-ce qu'elle gagne du terrain dans l'administration, à l'école, dans les médias, dans la vie économique ? C'est cette double lecture, chiffres et qualitatif, qui permettra vraiment d'apprécier l'impact réel du projet. Alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce que ça signifie ? On perçoit très clairement l'urgence pour le Kikongo. Une langue avec un passé glorieux, mais un présent vraiment fragile. C'est ça, mais on découvre aussi un plan d'action qui est d'une ampleur et d'une cohérence assez remarquable, je trouve. Il ne se contente pas de vouloir colmater les brèches. Il vise une revitalisation profonde en agissant sur tous les fronts. La mémoire, avec la documentation, la transmission, avec la pédagogie, la formation, et l'usage social, avec la promotion. C'est un effort collectif vraiment impressionnant qui est en train de s'organiser, là. Tout à fait. Et je pense que la portée de ce projet, elle dépasse potentiellement le seul cas du Congo. S'il réussit, s'il porte ses fruits, il pourrait vraiment servir de modèle, inspirer d'autres communautés qui sont confrontées à la même menace de disparition de leur langue, en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde. Un modèle potentiel, oui. Ce qui est exemplaire, je crois, c'est cette approche systémique, holistique. On combine la préservation du patrimoine linguistique, l'investissement massif dans l'éducation et la formation de nouveaux locuteurs, et en même temps une stratégie très volontariste pour réintégrer la langue dans toutes les strates de la vie sociale et publique. C'est une tentative en fait pour redonner à la langue son souffle vital. Et pour clore notre exploration, peut-être une pensée qui va un petit peu au-delà des informations directes de la source, mais qu'elle inspire fortement. Cette fameuse écriture mandom, si particulière, si riche de promesses, d'après ce qu'on a lu. Oui. Au-delà de son rôle potentiel pour documenter et enseigner le Kikongo de manière plus fidèle, on peut se demander comment une telle innovation graphique pourrait-elle influencer, peut-être même transformer l'expression artistique, littéraire et, pourquoi pas, l'expression numérique du Kikongo dans le futur. Voilà, c'est une piste de réflexion assez fascinante qui reste ouverte.